Moi, ma famille m'a jamais encouragée à investir. Je suis d'un milieu plutôt modeste. Moi, je rencontre plein de gens de la génération de mes parents qui me disent « Ah, je suis en retraite dans 2 ans ou dans 3 ans. » Et quand je leur dis « Ah, cool, t'auras combien ?» Et ils disent « Je sais pas. » Je me suis imaginée, en fait, 10 ans, 20 ans après, dans un bureau entre 4 murs, à faire la même chose. Et là, en fait, j'ai pleuré, quoi. Et l'idée d'être enfermée entre 4 murs, d'avoir une vie toute tracée, sans possibilité, sans liberté, sans rien, ça m'a angoissée, quoi. On cherche à déclencher de l'enrichissement, des revenus passifs, une indépendance financière. Et ça, c'est des notions qui, il y a 5-10 ans, étaient totalement inconnues. Aujourd'hui, les gens s'installent à Dubaï, restent à Dubaï, des familles se créent à Dubaï et les nouveaux arrivants ont souvent des profils très familiaux versus avant, c'était jeunes célibataires ou couples sans enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, par exemple, tu ne pouvais pas créer une société ici sans avoir un partenaire local. Toutes les personnes qui travaillent sur Internet, de près ou de loin, du graphiste au e-commerce, au dropshipper, au formateur, infopreneur, toutes les personnes qui travaillent à distance, aujourd'hui, elles ont le choix de leur résidence. Où est-ce qu'elles vont vivre ? Elles vont dans les endroits où il fait bon vivre. Est-ce que tu es propriétaire de ta résidence principale ? Ah oui, alors ça, c'est la grande question. Alors moi... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où j'invite des femmes et des hommes qui investissent en immobilier, qui ont des parcours intéressants et exceptionnels. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Sonia, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté, ça me fait plaisir. Écoute, je te propose, j'ai quelques sujets à échanger avec toi. Tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et depuis quand tu investis en immobilier. Ouais, ok, bien sûr, let's go. Donc moi, je m'appelle Agathe. J'investis dans l'immobilier depuis que j'ai 25 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui et j'habite à Dubaï depuis 12 ans. J'ai commencé à investir en France sur des toutes petites surfaces, style parking, chambre de bonne, etc. Et ensuite, en 2013, j'ai décidé de partir m'installer à Dubaï. Et du coup, j'ai switché tous mes investissements ici sur Dubaï. Je n'ai pas commencé tout de suite, j'ai commencé en 2015. À investir ici et moi je me suis beaucoup concentrée sur des achats sur plan, sur du neuf, parce qu'ici à Dubaï c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est très très différent l'immobilier ici aux Émirats comparé à la France. On va en parler, mais on est sur des mécaniques qui sont totalement différentes, on est sur des marchés qui sont à des niveaux de maturité aussi très différents. Voilà. Et donc, j'ai bossé dans le corporate, moi, pendant des années. J'ai bossé dans la finance en France et dans plusieurs secteurs d'activité aussi à Dubaï, chez Disney notamment, dans leur offre de licence. Et ensuite, j'ai décidé de me mettre à fond dans l'immobilier parce que j'ai ouvert mon agence immobilière il y a 5 ans, enfin un petit peu plus maintenant, en 2019. Et j'accompagne des investisseurs français dans leur parcours d'investissement ici aux Émirats, donc plutôt à distance. Et là, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à investir ? Donc, c'était en France. Déjà, à quel âge t'as commencé à investir et qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que, j'imagine que c'est assez rare d'être dans des milieux où la famille encourage à investir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir ? Alors moi, tu as bien fait d'aborder ce sujet parce que moi, ma famille m'a jamais encouragée à investir. Je suis d'un milieu plutôt modeste. Mes parents, ils ont été locataires toute leur vie. Ils n'ont pas tellement d'éducation financière, mais comme beaucoup en France, on est très peu à en avoir et c'est toujours le cas. Même si ça change grâce à des gens justement comme toi, entre autres, qui... Comme nous. Et donc du coup, moi, en fait, ce qui m'a poussée à investir, c'est pas quelque chose de hyper glorieux, c'est que tout simplement, je voulais arrêter de travailler le plus tôt possible dans ma vie. Et donc, je me suis demandé comment faire pour générer des revenus passifs. Et l'immobilier, ça m'a paru être... l'investissement dans l'immobilier, ça m'a paru être le moyen le plus facile, le plus rapide, et aussi celui qui ne demande pas énormément de connaissances, tu vois, en fait, périphériques. Tu vois, si tu veux investir dans la bourse, par exemple, ça me semblait, pourtant je bossais dans la finance, mais ça me semblait, voilà, il faut regarder, il faut quand même observer un minimum le comportement des marchés financiers, se tenir au courant de la géopolitique, observer, avoir tout un tas de connaissances que moi, je n'avais pas et qui me semblaient être à l'époque une montagne, peut-être à tort. Et certainement d'ailleurs. Et l'immobilier, je me disais, mais c'est simple en fait, tu achètes un bien, tu perçois un loyer, en même temps tu as un bien qui prend de la valeur, puis tu en achètes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et au final, tu as de quoi remplacer un salaire et pouvoir t'arrêter quand tu veux en fait. Ouais. Donc c'était ça, moi, ma logique quand j'étais jeune. C'est marrant parce que j'ai eu exactement la même logique. En fait, ouais, exactement. Tu vois, c'est la paresse qui nous a...
L'appareil Qui sous nous a l'ambition, poussé à- cette question de point de vue, moi c'est pareil, mais tu sais que même à 17 ans, je me souviens, 17 ou 18 ans, je suis allée voir mon banquier pour lui dire que je voulais investir en bourse. Ouais. Mais j'avais absolument aucune connaissance, enfin, vraiment, et le truc a disparu de ma tête, quoi. Enfin, mais ouais, pareil, à 18 ans, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis grande, je suis adulte, ça y est, je vais pouvoir devenir entière. Voilà, moi c'était vraiment ça la motivation derrière. Et ensuite, maintenant, tu vois, ça fait mes 25 ans maintenant, c'est plus, il y a plus de 15 ans. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait maintenant qui se sont ajoutées. Le fait de sentir une certaine précarité au niveau des retraites, de se sentir. Enfin, il y a plein de choses qui se sont développées autour de cette logique de se développer des revenus passifs. Et comme tu disais, surtout en tant que femme, puisque tu te dis, voilà, j'ai pas envie de dépendre d'un homme, par exemple. J'ai envie de pouvoir m'arrêter et prendre du temps si j'ai un enfant et si je décide de m'arrêter 1 an ou 2, bah, je ne vais pas avoir de baisse de revenus, etc. Il y a plein de choses qui se rajoutent quand tu grandis autour de cette indépendance financière, en fait. Ouais. Ouais, mais à notre époque, tu vois, il n'y avait pas tout ça, il y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces infos. Donc je me dis d'où ça nous est venu cette idée en fait de vivre de l'immobilier en fait. Parce que tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Ouais, t'as dit que tu venais d'un milieu modeste, mais qu'est-ce qui t'a concrètement donné l'idée d'investir en immobilier? Parce qu'il faut avoir l'idée. Alors moi, ma maman, elle était prothésiste dentaire. Enfin, Ouais. elle a arrêté de travailler. Elle est toujours vivante, mais elle a arrêté de travailler. Donc, tu sais, prothésiste dentaire, c'est un boulot qui gagne pas beaucoup. Souvent, les gens pensent, étant donné que les prothèses, ça coûte très cher, pensent que c'est un métier qui est assez rémunérateur, mais en fait, pas du tout. C'est un apprentissage. Tu vois, tu apprends ce métier à 14-15 ans, comme boulangerie, pâtisserie, etc. Et en fait, tu fabriques les prothèses pour les dentistes. Et c'est les dentistes qui, eux, font une marge énorme là-dessus. Donc, elle était prothésiste dentaire. Elle avait son propre... Elle était entrepreneur, par contre. Elle avait son propre cabinet. Et mon père, photographe. Ok, ouais, donc métier créatif. Ouais, voilà. Mais tous les deux, c'est des métiers qui sont hyper pareils, où il y a une précarité quand même assez importante. Parce que quand tu as du boulot, ben, tant mieux. Et puis quand t'en as pas, il n'y en a pas. Tu vois, c'est pas un boulot comme boulanger, par exemple, ou pâtissier, ou je sais pas, pharmacien. Ouais. C'est quand même assez... Tu as une année qui est assez linéaire. Photographe. Mon père, il faisait beaucoup de mariages. Bah, quand c'est pas la saison des mariages, bah, il n'y a pas de travail. Tu vois, donc ils étaient vraiment... comme ils avaient des métiers où ils n'avaient pas de salaire fixe et de revenus fixes, bah, du coup, ils n'étaient pas réellement dans cette logique d'investissement. C'était plutôt... Ils vivaient plutôt au jour le jour. Et ils sont restés locataires jusqu'à 50 ans, quoi. Ouais. Ouais, moi, mes parents, c'était pareil. Hein. Enfin, locataire, HLM. Mais ils ont commencé au début des années 2000 à vouloir investir en immobilier. Mais comme ils avaient vraiment pas d'argent, bah, du coup, ils comptaient sur mes grandes sœurs pour les aider à acheter, quoi. Parce que dans les familles modestes, souvent, c'est comme ça, c'est les parents les enfants qui achètent avec leurs parents, quoi. Après, il y a aussi un truc dans la génération de nos parents. Certains sont devenus propriétaires, ont investi dans l'IMO, mais plutôt pour leur résidence principale. C'était vraiment une tendance qu'on trouve un petit peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'investissement. On cherche à déclencher de l'enrichissement, des revenus passifs, une indépendance financière. Et ça, c'est des notions qui, il y a 5-10 ans, étaient totalement inconnues. Ouais, parce que l'information ne circulait pas. En fait, l'information était confidentielle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On savait pas tout ça, et c'est que maintenant en fait avec les réseaux sociaux que l'information circule. Mais avant, pour moi, c'était des informations confidentielles qui se transmettaient de génération en génération au sein de familles aisées. Tu vois, j'ai vraiment l'image du notaire d'une ville de province qui a un immeuble et puis qui se transmettent les informations de génération en génération. Mais nous, il y avait absolument aucune info. Moi, j'avais quand même des infos parce que mon père est venu d'Algérie juste après l'indépendance, parce qu'il y avait plus de travail en Algérie, plus du tout. Et puis, donc, la France avait besoin de travailleurs. Donc, mon père est venu. Et il était dans le bâtiment. Donc, oui, on va dire que j'étais en lien avec l'immobilier par rapport à ça. Et encore, en fait, j'avais juste le point de vue d'un ouvrier dans le bâtiment. Mais il nous disait qu'avant, l'immobilier, ça coûtait rien, que les chambres de bonne, ça coûtait 5 000 €, etc. Ça, il nous le disait. Mais du coup, je lui disais, mais pourquoi t'as pas acheté c'est là que tu vois qu'en fait, même si tu connais l'information, c'était pas dans la dynamique. Ouais, c'est une question de rien. mindset. C'est vraiment une question de mindset. Et peut-être qu'on se disait que c'était pas pour nous aussi. Je pense que c'était inimaginable. C'était inimaginable. Et moi, mes parents, ils ont fini par acheter au début des années 2000. Mon père était assez âgé. Et ils ont appliqué, sans le savoir, des règles
tu vois, d'enrichissement en immobilier. Tu vois, ils ont acheté une petite maison, ils ont fait une extension, une surélévation, ils l'ont rénovée, et ils ont fait comme ça, quelques années plus tard, ils l'ont revendu, et ils ont remboursé leur crédit, ils ont pu acheter un appartement cash pour leur retraite, avec la plus-value. Donc ils ont fini par le faire. Donc, et ça m'a marqué, ouais, parce que à ce moment-là, j'ai entré dans la vie active, et je voyais en parallèle, tu vois, j'étais en cabinet d'affaires, et je voyais, il y avait un avocat très âgé, vraiment, il était mal en point, il n'était pas bien. Et on me disait qu'en fait, il était obligé de continuer à travailler parce qu'il n'avait pas le choix. Et s'il arrêtait, il allait être en difficulté. Et si tu veux, ce contraste, je me suis dit, entre une famille modeste qui a fini par investir en immobilier, alors après, bien sûr, c'est pas le même rythme de vie, hein, ou l'avocat d'affaires qui a très très bien gagné sa vie, mais qui a tout claqué au point de ne pas avoir anticipé la retraite et qui se retrouve obligé à travailler alors qu'il était vraiment clairement pas bien. Et là, ça m'a fait un déclic. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Après, il y a aussi la notion de se dire, alors je ne sais pas si c'est pareil pour toi, moi j'avais du mal à me dire, alors quand tu commences ta carrière, tu as 25 ans, tu as plein d'énergie, tu as envie de bosser, et tout, etc. Moi j'étais allée vivre à Londres après mon master. Et après, quand je bossais dans la finance sur Paris, j'avais un rythme très très soutenu et tout, mais j'adorais ça. Mais je me disais, mais bon, combien de temps je vais être capable de garder ce rythme-là aussi, comme tu dis, toi, comme le vieil avocat. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça pendant 40 ans, 45 ans. Chaque année, on te rajoute un an où il faut que tu bosses encore plus longtemps, et tout, etc. Et c'est pas une critique, hein. Le système de retraite, il est ce qu'il est. Il y a voilà, il y a des contraintes économiques qui fait qu'on peut, on va devoir, enfin, on est obligé de travailler le plus longtemps possible. Mais je me disais, je peux pas concevoir de travailler toute ma vie, que ce soit quelqu'un d'autre, une autre entité en fait qui me dicte jusqu'à quand je travaille, que je paye et que je ne sais pas aujourd'hui combien j'aurai quand je serai en plus à la retraite. Je me disais, mais c'est pas possible en fait comme concept. Ça me dérange pas de payer, je suis ok, mais je veux savoir exactement quand je m'arrête. Je veux pouvoir faire des plans, je veux pouvoir décider aussi, et je veux savoir combien j'aurai en fait. Moi, je rencontre plein de gens de la génération de mes parents qui me disent, ah, je suis en retraite dans 2 ans ou dans 3 ans, et quand je leur dis, ah cool, t'auras combien, et ils disent, je sais pas. Ah ouais. Ouais. Tu vois, ils n'ont même pas de visibilité, sur ouais. combien ils auront. Et j'en parlais aussi avec ma mère parce qu'elle s'est arrêtée de travailler à 45 ans. Pour des raisons perso. Et aujourd'hui, là, elle va être en retraite. Et je lui disais, mais... et elle a travaillé en tout, elle a commencé à 15 ans, donc du coup, elle a travaillé 30 ans quand même. Mais comme elle n'a pas complété ses 40 années, elle va avoir, je sais pas, 600 €, un truc comme ça. Et je lui disais, mais tu te rends compte que pendant 30 ans, tu as payé si tu avais acheté, justement, j'ai dit, si tu avais acheté des appartes, si à ce moment-là, tu avais mis ça dans des investissements, dans des crédits, aujourd'hui, tu serais propriétaire de 5-6 appartes Ouais, net, payé quoi, déjà tout payé, ouais. Surtout, comme tu dis, par rapport au prix de l'immobilier qu'il y avait à l'époque, c'est fou. C'est fou, ouais. Même si les taux étaient élevés, c'est vrai qu'on était à 10%, une période 10 à 12%, mais quand même, les prix, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais après, le truc, au final, c'est que ça reste une entreprise, tu vois, ça reste un business, et tout le monde n'a pas l'état d'esprit entrepreneurial quand il pense. Bah, moi, mes parents, ils ont toujours été entrepreneurs. Moi, je les ai toujours connus entrepreneurs. Donc, c'était pas ça le problème, mais c'était vraiment un mindset, qu'ils n'avaient pas, en fait. C'était une époque où il fallait travailler. Tu travaillais pour ta retraite et puis tu achetais ta résidence principale, peut-être ou pas. Nous, on avait, pareil, on habitait en banlieue parisienne et on avait un grand appartement qu'on payait pas du tout cher. Et donc, du coup, ils voyaient pas l'intérêt, eux, d'aller acheter quelque chose pour payer un crédit sur 30 ans où ça, au final, leur coûtait plus cher pour moins bien. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que ça me fait penser. Un jour, j'avais demandé à un agent IMO qui était un peu âgé, je lui avais dit, mais comment ça se fait qu'à l'époque, personne n'investissait? Il me disait, mais il n'y avait même pas besoin. En fait, l'immobilier était stable. Et puis aussi, avant, enfin, il y a eu les 30 glorieuses, et puis après, il y a eu une petite crise en 70, voilà. Mais après les années 80, ça commençait à aller mieux. Et en fait, les gens il n'y avait pas le besoin, il n'y avait pas ce truc de, ouais, je vais investir en immobilier pour générer un revenu. Les gens n'y pensaient pas. C'était pas dans la tête des gens. Ouais, on était vraiment dans un truc, tu bosses travailles. Et puis ensuite, tu as ta retraite et là, tu commences un peu à vivre, à lever le pied, etc. Ouais, et c'était tout à fait OK et accepté socialement par tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, nous, je me dis, qu'est-ce qui fait que nous, on a eu ce déclic de se dire qu'on voulait pas faire ça? Parce que moi, comment j'ai eu le déclic, c'est... Alors, j'ai passé le barreau à la fin des années 2000. J'ai eu l'examen. Et je me rappelle, à ce moment, j'étais en Suisse. Je fais un échange avec une université suisse. Bref, un petit truc. Et j'ai une copine qui m'a appelé pour me dire que j'avais été admise. Et sur le coup, en fait, j'ai pleuré.
J'ai pleuré, mais pas de joie. J'ai pleuré de tristesse. D'angoisse, en fait. Parce que tu t'es dit, ça y est, ma vie, elle est tracée. Ouais. Je me suis imaginée, en fait, 10 ans, 20 ans après, dans un bureau entre 4 murs, à faire la même chose. Et là, en fait, j'ai pleuré, quoi. J'étais mal. Ça m'a angoissée l'idée d'être enfermée entre 4 murs, d'avoir une vie toute tracée, sans possibilité, sans liberté, sans rien. Ça m'a angoissée, quoi. Après, dans le droit, tu as quand même beaucoup d'opportunités, puisque tu peux ouvrir ton propre cabinet, avoir des collabs, enfin, tu peux grandir aussi d'un point de vue professionnel. Oui, Agathe, effectivement, oui, c'est ce que je pensais. Et si tu veux, dès que j'ai commencé à travailler, j'étais dans des gros cabinets d'affaires. Et j'étais bien, honnêtement, vraiment, j'étais bien, j'aimais bien ce que je faisais, j'étais bien, mais je sentais que ma place était ailleurs. Et sur le coup, je cherchais, on était au début des années 2010, il n'y avait pas, tu vois, tous les concepts voilà, qu'on entend aujourd'hui, même si j'aime pas ces termes, liberté financière, etc. Ça veut juste dire mettre en place des systèmes qui génèrent un revenu parallèle, quoi. Jusqu'à devenir principal, le cas échéant, pour ceux qui vraiment le veulent. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Ouais, parce que du coup, quand j'ai commencé à travailler, donc j'étais dans un grand cabinet d'affaires, je gagnais assez bien ma vie, ça allait pas par rapport aux horaires, hein, parce que je travaillais jusqu'à 23h tous les jours, minuit, enfin les week-ends, etc. Mais il manquait quelque chose et je m'étais dit, ok, j'ai envie d'être indépendante, j'ai besoin de me sentir libre. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais monter mon cabinet et me sentir indépendante. Bah oui. Et être indépendante, avoir une liberté de parole, écrire, à l'époque déjà je voulais écrire. Et sauf que le truc, c'est que ça ne résolvait pas le problème principal qui est que pour pouvoir être créatif, tu as besoin d'avoir une source de revenus, tu as besoin d'avoir un income stream sans stresser. Et ça, tu l'as soit quand tu viens d'une famille qui te finance ton train de vie pendant que tu te cherches et tu es créatif, soit c'est par un compagnon ou une compagne qui t'aide dans les dépenses du quotidien. Bon, à l'époque, j'étais célibataire et de toute façon, c'est pas dans ma culture ou éducation de dépendre de quelqu'un. Mais du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, l'investissement, c'est le seul moyen d'y arriver. J'ai même tout plaqué pour devenir journaliste. Tellement je me disais, les journalistes, ils sont indépendants, ils sont libres. Mais j'ai tout plaqué pour devenir journaliste à Londres et là c'était horrible. En fait, tu te retrouves sans le sou. C'est ce que j'allais dire. Journaliste, ok, t'es libre, mais cette liberté, elle vient avec le fait que t'as pas trop de sous non plus, par contre, parce que Ouais. c'est pas. Mais il y a des gens pour qui c'est pas un sujet. En fait, tu vois, le fait de se. Après, ça vient sans doute d'un besoin de sécurité. Mais il y a des gens pour qui c'est pas un sujet. Où je pense que peut-être quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras un héritage, je pense que t'es moins stressé en fait. Tu vois, t'as moins ce besoin de te sécuriser financièrement. Ouais, mais ton héritage vient quand même super tard dans ta vie, tu vois, enfin, le plus tard possible, on espère en tout cas. Ouais, mais, si tu te dis, je toucherai mon héritage quand j'aurai 60 ans, 65 ans, d'ici là, il faut quand même vivre, parce que la période la plus importante de ta vie, la plus intéressante, c'est quand même avant 60 ans, je dirais. Oui. Après, t'as les donations, tout ça. Enfin, je sais pas, j'essaie d'imaginer ce qui fait que, en fait, on peut vivre sans avoir, sans avoir ce besoin de dire, ok, j'ai un logement, payé, c'est bon, je peux me nourrir, tu vois, j'ai couvert mes besoins personnels. Et sans avoir à travailler. Enfin, sans dépendre de son travail. Et toi, du coup, tu es investisseuse, mais est-ce que tu es... parce que c'est un sujet qui a souvent qui fait débat parmi les investisseurs. Est-ce que tu es propriétaire de ta résidence principale? Ah oui, alors ça, c'est la grande question. Alors, moi, je le suis, parce que pour moi, c'est important, j'ai besoin de me sentir chez moi. Et puis, j'ai investi en France, pour l'instant. Et en France, la résidence principale est une incroyable niche fiscale, parce qu'à la revente, tu n'as absolument aucune taxe sur la plus-value. Donc, c'est dommage de s'en priver. Après, c'est moi, je suis comme ça, j'ai besoin de me sentir bien chez moi. Mais en fait, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Ça, j'ai fait tout un paragraphe, des dizaines de lignes sur le sujet, dans mon livre. En fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend de chacun. Il y a des gens comme moi qui ont besoin de se sentir chez eux. Mm-hmm. J'ai besoin d'avoir mes interrupteurs, d'avoir mon papier peint, enfin, voilà, je suis comme ça. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent par exemple utiliser leur capital dans autre chose, être locataire et puis utiliser le capital pour investir dans autre chose. Les deux se valent, c'est juste une question de quel avantage, quel inconvénient tu es prêt à supporter en fait. C'est vrai qu'en France, effectivement, tu as aussi le fait que c'est fiscalement très intéressant. Donc ça peut t'encourager dans un sens plutôt qu'un autre. Après, c'est vrai que ça peut être lié à des peurs un peu irrationnelles, de se dire j'ai besoin d'avoir mon toit sur la tête, j'ai besoin d'être chez moi. Moi, j'aime bien le confort. Et toi, j'aime bien j'aime bien quand c'est nickel. En fait, quand tu prends l'habitude de vivre dans un truc qui est bien, qui est nickel, j'ai besoin. C'est un cocon et puis je travaille de chez moi. Ouais, moi, j'ai besoin d'être chez moi. Et surtout, l'idée de payer un loyer, moi, j'aime pas payer un loyer. Mais encore une fois, tout dépend. C'est quand tu bénéficies de l'effet de levier de la dette.
autant acheter en fait, plutôt que de payer un loyer, autant acheter. Mais après, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Où est-ce que tu habites? Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter? Parce que c'est sûr que, par exemple, à Paris ou même à Dubaï, ça coûte moins cher d'être locataire plutôt que d'être propriétaire. Donc, il y a plein de critères qui entrent en jeu. Toi, tu préfères être locataire, du coup, j'imagine. Ouais, moi je suis pro, mais pareil, ça répond aussi à à des choses peut-être un petit peu irrationnelles. Alors déjà, oui, effectivement, moi, si je voulais acheter à l'endroit où j'habite, je ne pourrais pas, à Dubaï, puisque c'est interdit, je suis en bord de mer. C'est interdit pour les non-ressortissants du Golfe. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et effectivement, si je voulais acheter, ça me coûterait, pour le même prix, ça ne vaudrait pas le coup du tout d'acheter à cet endroit-là, avec les coûts d'acquisition, le crédit, etc. Oui, autant que je sois locataire, c'est plus intéressant financièrement. Mais aussi, moi, par contre, tu vois, il y a des gens qui ont besoin d'être propriétaires de leur résidence principale parce qu'ils ont un peu une peur du manque. Pas toi, hein, mais Je pense que ça dépend. Je pense qu'il y a différentes raisons. Ouais, Une peur de manque, du manque sur quoi? qui ont besoin de se sentir sécurisés et qui ont besoin de se dire, voilà, j'ai un toit sur la tête, quoi qu'il arrive, etc. Je suis dans mon espace à moi, ça m'appartient. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai besoin de me dire, je peux bouger quand je veux. En fait, je me sens pas... j'aurais pas besoin de revendre cet appart ou cette maison pour pouvoir changer d'endroit. Si je veux déménager, je peux déménager quand je veux et je suis pas liée spécialement à cet appartement. Mais si tu peux toujours le mettre en location, tu peux toujours le revendre. Mais j'ai vu trop de gens autour de moi qui se sont retrouvés bloqués quelque part parce qu'ils n'arrivaient pas à revendre, parce que s'ils louaient, ils mettaient en location, ça n'aurait pas couvert les mensualités de crédit et que ça les aurait mis dans le rouge financièrement, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours voulu créer des revenus, voilà, investir, créer des revenus grâce à mes investissements et ensuite que ces revenus me permettent de m'offrir ma vie que je veux. Et ça inclut aussi un loyer très élevé potentiellement pour être dans un endroit que je ne pourrais pas m'offrir en tant que propriétaire. Donc ça, c'est aussi un autre... Ouais, complètement. En fait, c'est juste que moi, j'ai toujours en immobilier, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Il y a juste des stratégies, chacune a ses avantages, ses inconvénients. Et c'est en fonction de chacun, ce qui sera un avantage pour les uns sera un inconvénient pour les autres, etc. Quoi. Non, pour moi, il n'y a pas de... Les deux valent. C'est juste en fonction de chacun. Mais tu vois, moi, typiquement, plusieurs fois, hein, j'avais une résidence principale, du coup, et quand j'ai dû partir à l'étranger, je l'ai mise en location. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout à fait possible. Ouais. Mais après, c'est vrai que dans les cas où le loyer couvre pas la mensualité, etc., ça fait... Ouais. Donc, il y a plein de critères à prendre en compte. Et il faut juste choisir. Et ouais, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. Et toi, en France, du coup, t'as investi dans quoi, du coup? Moi, j'ai investi dans des places de parking à l'époque et j'ai investi dans 2 chambres de bonne. Mais à l'époque, elles coûtaient 50 000 €. Moi, quand je les ai achetées, je ne sais plus du tout. J'ai complètement perdu la notion parce que moi, ça fait 12 ans que je suis partie, même un peu plus. Et donc, du coup, je ne sais pas du tout combien ça coûte aujourd'hui. Mais à l'époque, je les avais achetées 50 et je les ai revendues 120 000. Ouais, c'est ça, aujourd'hui. En quelques années. Ouais, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, tu trouves pas une chambre de bonne en dessous de 120 000, c'est dur. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps, en dessous de 120, c'est dur, ouais. Après, ça dépend où, mais c'est ça. Ça vaut entre 110, 180 même parfois. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc oui, à l'époque, c'était le meilleur investissement parce que du coup, c'était pas cher, ça te permettait de rentrer très facilement et il y avait des rendements énormes puisqu'on était à 500, 600 € de loyer à l'époque. Ça aussi, pareil, je sais pas où on en est aujourd'hui. Une chambre de bonne, ça va être minimum, grand minimum 650. Grand minimum. Si tu trouves à 650, c'est bien. Ouais. Donc, ouais. C'était quand ça? Fin année 2000? Je suis partie en 2013, moi, d'ici. Donc, c'était plutôt... moi, j'ai acheté à l'époque... j'avais 25 ans, donc... ouais, donc ça 2009. devait être... 2009, ouais. 2008-2009. Ouais. Et puis, j'ai revendu juste avant, donc 2013. Ouais. T'as vu, le truc, c'est que quand a posteriori... les gens fantasment toujours quand on dit « Ah oui, à l'époque, j'ai acheté ça, tu vois, 50 000, j'ai acheté ça X, Y, et aujourd'hui, ça vaut le triple. » Les gens fantasment toujours sur ça, mais ils oublient qu'à l'époque, il fallait avoir le courage d'acheter. Si c'était aussi peu cher, c'est que c'était pas si attirant que ça. Ah non, c'est clair, moi je faisais les visites justement avec ma mère et elle voyait le truc, elle me disait mais tu vas pas acheter ça, mais enfin, mais regarde t'as les toilettes sur le palier et tout. Et ouais mais bon, pour un étudiant, pour un touriste qui vient en vacances, j'avais même des gens qui venaient, tu sais, qui habitaient en province et qui bossaient sur Paris et qui louaient la chambre juste pour la semaine en fait, juste pour dormir la semaine et le week-end ils retournaient, ils avaient une maison en famille
à Rouen. Ouais. Bah, ouais. Donc il y a tout type de profils qui s'en fichent en fait, qui vont... Ah bah c'est surtout que, même quand t'as pas le choix, moi je me souviens, hein, ouais, c'était en 2009, j'étais étudiante, j'ai vécu dans une chambre de bonne, ouais, sans toilette, avec les toilettes sur le palier, j'étais dans le Ouais, 16e. moi aussi j'ai vécu dans le premier Ouais. rue de Richelieu, dans ce Ouais. genre d'endroit, et moi j'étais trop contente. Moi aussi. Enfin, je venais de Sarcelles pour pouvoir vivre dans le premier, à côté du musée du Louvre et tout. Pour moi, c'était un rêve, en fait. Et j'étais pas du tout... Et moi aussi, les miennes, elles étaient super bien arrangées. Enfin, j'aurais pu vivre dedans. Tu vois, c'était pas Ouais. un truc en mode marchand de sommeil. Au Ouais. contraire, c'était très mignon. Je m'arrangeais pour que ce soit toujours hyper sympa. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, moi aussi, j'étais très contente. J'étais face à la Tour Eiffel. Ouais, c'était bien. En plus, je payais 550 à l'époque. Donc oui, il y a des gens qui habitent dans ce genre d'endroit, quoi. Et puis il y en a pour tout. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est comme là, par exemple, en France, on parlera tout à l'heure de Dubaï, mais en France, donc le marché, en ce moment, il est déprimé. Parce que les taux ont augmenté, la réglementation s'est durcie. Donc les gens ont moins envie d'investir maintenant. Donc, ça tire les prix vers le bas. Nous, en tant qu'investisseurs, on est très contents. C'est une opportunité, ouais. Ah, mais nous, on est très contents. Moi, j'ai fait des affaires incroyables. Ce que j'ai acheté là depuis 3-4 ans, mais jamais de la vie avant, j'aurais pu les acheter. En plus, dans des secteurs vraiment prime. Et c'est dommage parce que, du coup, moi aussi, quand j'ai commencé à investir en 2010, 2011, 2012, c'était pareil. Et là, bah, toi aussi, à ton époque, peut-être, t'as investi quoi, fin 2000, début 2010? Ouais, moi, je me rends pas compte parce que je regardais pas du tout le marché. Tu vois, je me disais pas, on est dans un creux ou on est dans un pic, etc. C'est juste à un moment donné, moi, je mettais de l'argent de côté et quand j'ai eu l'argent, j'ai acheté, en fait. Mais, et quand je suis repartie, c'était plutôt en mode, je quitte la France, donc j'ai envie de me délester, j'ai pas envie de gérer ça à distance, donc je le revends et il se trouve que ça avait pris beaucoup de valeur. Mais c'était pas du tout un calcul, tu vois, c'était involontaire, c'était juste de la chance, on va dire. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, en immobilier, tu vois, les gens ont souvent peur. Enfin, quand on commence à investir en immobilier, on a peur. Moi, j'ai failli me désister de mon premier investissement. J'avais appelé le courtier pour lui dire, finalement, en fait, genre, je change de travail, etc., parce que j'avais peur. Et cet appart, après, j'ai fait un x2, et puis j'ai racheté dans la même rue, j'ai fait x2. Enfin, en total, j'ai dû gagner 400 000 € net avec ces 2 logements, tu vois. Et en fait, en immobilier, tu peux pas perdre. Tu peux perdre à court terme, mais tu perds jamais à long terme. Ne serait-ce que par le mécanisme du remboursement du capital. Rien que ça. Rien que ça. Et c'est pour ça que du coup, je dis aux gens, mais pourquoi faut pas avoir peur? Je pense que les gens ont peur parce que ce sont des grosses sommes, en fait. Donc, ça leur paraît une montagne. On se dit, oh là là, je gagne, je sais pas, 2 000 € par mois. Je viens de m'engager sur 300 000, 350 000 €. Et si jamais mon loyer, il n'est pas payé, etc. Je pense que c'est une peur parce que c'est des gros montants qu'on n'a jamais eu en notre possession. Et du coup, on se dit, s'il y a un grain de sable dans le mécanisme, ça va me mettre en risque. Je vais me retrouver en surendettement et tout. Enfin, je pense que les gens ont toujours le scénario du pire en tête, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était quand je m'étais désistée, le truc que je m'étais dit, c'était j'ai pas d'argent. En plus, j'arrivais pas à mettre d'argent de côté. Enfin, certes, j'avais un salaire de cadre, mais déjà, j'avais un crédit étudiant, donc je le remboursais. Oui, je sortais le week-end avec mes amis. D'ailleurs, je sortais de quasiment 10 ans d'études sans le sou, donc je me retrouvais d'un coup avec 3 000 € par mois. Donc j'étais trop bien. Mais j'avais 1 000 € de loyer, et puis je sortais, et j'avais mon crédit, je crois que j'avais 700 € de mensualité. Bref, impossible de mettre de l'argent de côté. Et ouais, j'avais paniqué en fait en me disant, mais en fait, là, je prends un crédit, mais c'est un truc de pauvre. Je dois plutôt attendre de devenir riche pour acheter un appartement cash. Pourquoi? Ça, c'est bizarre, par contre. Bah non, mais t'as pas l'argent. J'avais pas l'argent. Je me disais, mais pourquoi j'achète un truc, je crois que c'était 245 000. Le truc coûtait 217. Avec les travaux, ça faisait 245. Je me disais, mais ouais, j'ai pas d'argent. Pourquoi est-ce que je vais aller m'endetter, acheter un appartement? J'ai pas d'argent. Et c'était pas pour toi à l'époque? Si, c'était pour moi, c'était une résidence principale. D'accord. C'était une résidence principale. Ouais. Et donc, tu vois, le scénario, en fait, c'est complètement débile, en fait, quand on y pense, de se dire que je vais attendre d'être riche pour investir. Et c'est comme parfois, j'entends des gens, en fait, la plupart des gens, quand ils veulent investir en immobilier, ils disent, je vais attendre l'année prochaine. Ou je vais attendre, je vais mettre de côté. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ah bah ça, moi, à Dubaï, par exemple, je l'ai beaucoup, surtout en ce moment parce que les prix ont vachement augmenté. Ouais. Donc, les gens sont un peu en mode « Ah non, mais j'attends la fin. Cette année, c'est l'expo. Ah, cette année, c'est la guerre. Ouais. Tous les Russes sont venus investir à Dubaï. Ah, cette année, c'est la Coupe du Monde au Qatar. » Enfin, il y a toujours un sujet. Il y a toujours une raison. Pour ne pas investir aujourd'hui. Au final, les prix augmentent et tu te retrouves à acheter beaucoup plus cher que ce que tu aurais pu 3 ans en arrière. Donc, effectivement, les gens sont un peu... Après, le fait de toujours
procrastiner, Ouais. c'est une façon de rien faire aussi. Ah bah oui. C'est C'est pas rassurant. réellement, ouais, voilà, c'est pas réellement le résultat d'une réflexion d'investisseurs qui pensent que le marché va s'effondrer l'année prochaine, il y aura de meilleures opportunités. C'est plutôt, oui, la peur et se dire, bon, bah, tant que je fais rien, je m'engage pas et je continue ma petite vie comme avant. Ouais. Ouais, parce que c'est dur de changer. En fait, parce qu'une fois que tu deviens propriétaire, ça, tu changes. Tu vois, la vie change. Tu sens une espèce de sérénité. Parce qu'en fait, ça y est, tu as mis en place une machine qui tourne. En fait, tu te sens beaucoup plus ancré. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je me suis sentie. Mhm. Tu te sens ancré et tu sens que, ouais, c'est bon, en fait, t'es safe. Parce que, en fait, tu capitalises. Et même si finalement, tu perds ton job ou quoi, bah, tu mets ton appart en loc ou tu le revends. En fait, ça fait du capital, quoi. Mais c'est dur Ouais, c'est d'accepter vrai. de changer. Ouais, c'est vrai. Et aussi, comme tu dis, en fait, tu peux, tant que tu gagnes ton argent, tant que tes revenus, en fait, sont le résultat de ton salaire, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en réalité. Même si Ouais. en France, on a quand même une couverture sociale, on a Ouais. au cas où le chômage et tout, etc. Tout peut s'arrêter. Alors que le jour où toi, tu as pris les choses en main, tu es devenue vraiment actrice de la création de tes revenus, en fait, là, du coup, bah, tu pourras plus jamais, ça pourra plus jamais s'arrêter. Tu Ouais. pourras plus jamais retourner à zéro. Demain, Ouais. tu perds ton boulot, il n'y a plus de salaire qui rentre et tu peux tout perdre assez rapidement. Surtout, comme tu me disais, si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, si tu vis un peu au jour le jour, ça peut être dangereux et tu peux te retrouver dans des situations dangereuses. Le jour où tu as commencé à investir et tu as 1, 2, 3, 4, 5 biens, voilà, il ne pourra plus rien t'arriver en réalité. Ouais, c'est exactement ça. Il pourra plus rien t'arriver. Parce que quoi qu'il arrive, bah, tu peux toujours vendre un bien. Et ouais, et t'as le capital, quoi. Et peu importe la raison, que ce soit pour te faire plaisir ou si t'as un problème, n'importe quoi. En fait, tu as toujours de l'argent qui dort quelque part. Et pour les gens qui sont dépensiers, comme moi par exemple, comme je l'étais avant, bon maintenant j'ai changé bien sûr, mais quand t'es dépensier, mais en fait c'est une épargne forcée. Ça te force à épargner. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et moi, je suis comme ça, hein. J'ai un biais de fou, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois quelque chose, je le convertis en ah non, mais attends, là, je pourrais mettre un down payment pour cet appart. On va pas acheter ça, pas cette voiture ou pas ce. Tu vois, Ouais. je convertis tout en appart. Même si je pourrais me faire plaisir sur des choses, parce que j'ai les moyens de le faire, Ouais. je suis toujours en mode non, non, mais attends, là, tiens, j'ai vu un truc, j'ai vu un studio à tel endroit, je pense que c'est un super bon deal, etc. Non, 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 je m'achète pas ce sac ou j'achète pas ces chaussures parce que je suis en mode tout pour construire mon système et atteindre mes objectifs. Ouais. Ah non, ouais, c'est clair. Pendant longtemps, j'étais comme ça, et c'est normal. Mais après, j'ai atteint mes objectifs, et par contre, maintenant, dès que je vends un bien, je me fais plaisir. Parce qu'à un moment, la vie passe, l'avenir devient le présent, et on sait pas, enfin, la vie, à tout moment, il peut arriver quoi que ce soit, il peut arriver n'importe quoi, et je trouve, moi, j'aime bien me faire un peu des milestones, tu vois, dès que je fais une plus-value. Alors, dès que je peux, je fais pas tout le temps, parce que parfois, je vends un truc pour racheter autre chose, donc le budget, il est serré, quoi. Mais ouais, moi, je me fais des petits cadeaux. Parce que c'est important, je trouve, de se récompenser. Mais dans une certaine limite. La limite, chez les millionnaires, ils disent que c'est 10% maximum. Si tu peux pas t'acheter 10 fois une chose, tu l'achètes pas. Ah ouais, bah, 10 fois, ça me paraît peu. Oui, justement, c'est pour ça. Ça veut dire que si tu peux te l'acheter 10 fois, ça veut dire que c'est bon, tu peux acheter et il te reste 90%. Tu vois, si tu as 10 000 sur ton compte et que tu t'achètes un truc à 10 000, bah là, c'est complètement bête, quoi. Mm. Et alors que si tu achètes pour 1000, alors que tu as 10 000, là, c'est bon, tu as les moyens, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un gros travail à faire par rapport à ça parce que justement, mes objectifs, je les change tout le temps. C'est-à-dire que j'atteins un premier objectif, je me dis, ah non, mais ça suffira pas, tu vois. Ouais. Si je veux arrêter de travailler et avoir tant de revenus mensuels pour. Après, j'ai 2 enfants, leur offrir. Voilà, on part en vacances 3 fois dans l'année et puis en plus, je leur paye une école privée. Enfin, j'en rajoute tout le temps. Moi, j'arrive pas du tout à me dire, ça y est, j'ai atteint mes objectifs et maintenant, je profite. J'ai un gros travail à faire par rapport à ça parce que je pense que c'est un peu, tu vois, comme on disait tout à l'heure, des peurs irrationnelles par rapport à ton enfance, à la façon dont tu as grandi. Et tu te dis, ah non, mais je veux pas manquer, je veux pas que ma famille se retrouve, tu vois, en situation de précarité. Donc, je suis toujours en train de repousser les limites et j'ai vraiment du mal à profiter. Ouais, je comprends. Après, il y a profiter et profiter. Tu vois, par exemple, moi, quand je dis que je me fais plaisir, j'achète que des choses qui prennent la valeur. Qui ont une valeur de revente. Qui ont une valeur de revente, ouais. Et je me dis, tu vois, j'ai un peu toujours cette image de... Tu sais, par exemple, s'il y a une guerre ou s'il y a un problème, j'ai un peu l'image, je sais pas,
j'ai dû voir peut-être un film comme ça où, je sais pas, tu vois des gens partir, alors, il y a une guerre qui éclate, les gens partent avec leurs bijoux. Tu vas pas partir avec des euros sur ton compte. Tu pars avec ce que tu as. Et je me dis, c'est une forme de diversification. Alors, bien sûr, un bijou que tu achètes 10 000, c'est sûr qu'il ne vaut pas 10 000, sauf les produits iconiques qui finissent par prendre en valeur avec le temps. Et donc, mécaniquement, ta valeur d'achat, elle se maintient. Enfin, et de revente d'occasion, elle se maintient par la mécanique d'augmentation du prix. Mais voilà, c'est juste, je me dis, c'est une forme de diversification. Alors, bien sûr, c'est vraiment de la diversification, mais c'est une forme de détention de ses avoirs, quoi, qui est mobile. Et du coup, si je peux te poser une question perso, parce qu'on parle d'investissement en général, et toi, tu es beaucoup dans l'immobilier. Est-ce que tu as investi dans d'autres supports type de l'or, des montres, je sais pas, des bitcoins, des cryptos, des assurances vie, des choses comme ça, ou tu es exposé à 100% sur l'IMO? Alors, très bonne question. En fait, quand on part de zéro, moi je suis partie vraiment de zéro. Quand on part de zéro, le meilleur moyen de s'enrichir, c'est d'investir en immobilier grâce à l'effet de levier de la dette. Tu prends un crédit à la banque, tu mets 10%, même parfois il y a des banques qui financent l'intégralité, qui te demandent pas beaucoup, qui demandent juste les frais de garantie, voilà. Et donc tu mets, par exemple, tu mets 10 000 et tu empruntes 100 000. Et quand on vraiment démarre de zéro, il faut commencer par ça, utiliser au maximum l'effet de levier de la dette. Et ensuite, une fois que tu as remboursé du capital et que tu as fait des plus-values, moi ça a été mon cas, j'en ai sorti plusieurs, bah avec ces plus-values, soit tu les réinvestis en immobilier toujours pour bénéficier de l'effet de levier de la dette, pour continuer à t'enrichir par ce moyen, soit tu peux diversifier et placer dans d'autres supports. Mais moi, le problème que j'ai avec les autres supports, c'est qu'en fait, l'enrichissement, il est beaucoup moins... Il est plus lent. Il est plus lent. Parce que oui, la bourse avec les intérêts composés, certes, mais c'est beaucoup plus lent. Moi, je préfère, si j'ai, tu vois, maintenant je sors 100 000 euros en plus-value, je préfère lever 1 million d'euros en immobilier et faire grossir l'effet boule de neige. Donc moi, je suis plutôt de l'école immobilier. Après, bien sûr, il faut toujours se diversifier, bien sûr. Mais pour moi, l'investissement immobilier, c'est le vecteur le plus puissant pour s'enrichir, et de manière générale, et particulièrement quand on démarre de zéro. Et après, par contre, quand on atteint un certain âge, il y a un moment où c'est bon, l'effet levier de la dette, c'est bon, parce que oui, l'investissement immobilier, c'est une charge mentale. C'est quand même, c'est un boulot. Et du coup, après, oui, on peut placer sur d'autres supports. Une fois qu'on n'a plus besoin de démultiplier son patrimoine, ouais, on peut placer sur des supports comme la bourse, etc. Donc oui, j'ai des investissements en bourse un petit peu. Après, l'or classique, non. Ouais. Après, les bijoux iconiques, oui. Ouais, mais c'est pas dans le but de les revendre. Non, c'est des réserves de valeur. Ouais, voilà, c'est pour te faire plaisir et en te disant, je vais pas m'acheter un truc fantasy, j'achète quelque chose qui a une valeur de revente au cas où. C'est ça, exactement. C'est pas, tu les as pas achetés pour les revendre, je veux dire. Non. Et toi ? Moi, pareil, je suis restée très, très dépendante à l'immobilier pendant des années parce que c'était la seule chose que je savais faire. Et du coup, comme tu as dit, tu te dis, je vais faire grossir mon trésor de guerre et ensuite, je vais l'investir. Même, je suis restée très, très... un peu comme toi, je crois, je suis restée beaucoup sur achat-revente à chaque fois. Je suis toujours dans ce modèle-là. C'est très rare que je garde des appartements en rendement locatif, sur des logiques de rendement locatif, parce que à part si j'ai quelque chose qui a plus de 10% net et je me dis ça c'est une vache à lait, je le garde toute la vie, je suis plutôt voilà, j'ai envie de créer de la valeur et assez rapidement, et donc du coup je suis sur des logiques d'achat-revente. C'est pour ça que j'ai jamais, c'est drôle parce que tu sais quand tu écoutes des podcasts ou du contenu français, c'est toujours j'ai 20 lots, 60 lots. J'ai entendu une nana qui avait 120 lots même. Et quand moi, on me pose des questions sur l'immobilier, on me dit, toi, t'as combien de biens ? Et je dis, 4, 3. Parce qu'en fait, c'est totalement une autre logique. Je suis que tout le temps sur de l'achat-revente. Et donc, du coup, j'ai jamais beaucoup de biens parce qu'il faut que j'ai toujours du cash pour aller choper des bons deals à droite, à gauche. Et des fois, il y en a que je garde 3 mois ou 6 mois. Ouais. Donc voilà. Donc oui, moi je suis plus aujourd'hui dans cette phase-là, mais moi j'investis que sur Dubaï. Enfin, j'investissais que sur Dubaï, donc du coup à un moment donné j'ai eu besoin de me diversifier aussi parce que c'est un marché qui est très volatile. Donc j'ai investi à l'étranger aussi, j'ai investi au Maroc et à Marrakech. À Marrakech, ouais. Et là-bas, on est plus sur acheter des terrains, faire construire, etc. Et aussi revendre, c'est le projet.
Et parce que ça monte très vite aussi. Et aussi, du coup, je me suis mis un petit peu sur de la crypto et sur des choses beaucoup plus en mode un peu bon père de famille, type ETF, en bourse, mais ça sur des trucs à long terme. Après, tout ce qui est aussi montre, etc., j'aime beaucoup. Mais comme tu dis, c'est une façon pour moi de réussir à me faire des kiffs sans culpabiliser, parce que je me dis, ouais, mais ça, attends, le jour où... le jour où il se passe quelque chose, je peux la revendre, elle va garder la même valeur, etc. Ouais, je vois. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est juste de la diversification. Et ok. Et mais du coup... c'est très marginal. C'est très marginal parce que justement, j'y connais pas grand-chose et j'alloue pas tellement de temps pour me former sur ces choses-là. Les gens qui font du trading en crypto, par exemple, et qui font beaucoup d'argent sur des crypto-monnaies, ils connaissent plein de cryptos exotiques qui font plus 50 en un mois. Et tu peux te faire beaucoup d'argent très, très vite, justement. Tu vois, on parlait de l'immobilier ou de la bourse qui peut prendre du temps. Mais je pense que c'est un boulot à plein temps. Pareil, il faut devenir vraiment expert. C'est ultra risqué. Et donc, du coup, là, en l'occurrence, autant en immobilier, tu perds pas. Là, tu peux perdre beaucoup d'argent, tu peux en faire aussi beaucoup, mais du coup, il faut allouer du temps pour se former et vraiment bien s'y connaître, je pense. Ouais, c'est ça, exactement, t'as tout dit. Après, c'est des profils, il y a des gens qui sont monotâches, ou tu vois, moi je suis comme ça, je suis très... je maîtrise une compétence obsessionnelle. Moi aussi, je suis comme ça. Il y en a d'autres qui arrivent à faire plein de choses en même temps. Ça, c'est une question, je pense, de profil. Mais quand on est très bon dans quelque chose, je trouve qu'il faut continuer. Ouais, carrément. Bien sûr. Après, viendra le temps de la diversification. Mais encore une fois, moi, je préfère vraiment 10 000 fois bénéficier de l'effet de levée de la dette et gagner de l'argent comme ça, plutôt que sur des actifs qui sont volatiles et qui sont pas palpables. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais au contraire, du coup, c'est beaucoup plus passif que l'immobilier où t'as de la pierre. Et puis il faut que tu ailles gérer une fuite d'eau, un truc. C'est pas toi qui le fais, mais c'est une responsabilité. C'est une entreprise. C'est une entreprise que tu gères. Exactement. Et toi, du coup, tu fais que de l'achat-revente ou tu fais aussi un petit peu de locatif ? Non, moi, j'ai d'abord commencé par le locatif. C'est vraiment, encore une fois, moi, je trouve le plan, parce que c'est sûr qu'on gagne beaucoup plus d'argent avec l'achat-revente. Mais il faut de l'argent pour commencer à acheter. Et le truc, c'est quand tu es marchand de biens ou quand tu fais de l'achat-revente, il te faut du capital. Et ce capital, tu l'as comment quand tu n'as rien ? Il faut que... c'est grâce à l'effet de lever de la dette, tu prends de la dette. Et moi, j'ai fait comme ça. Du coup, j'ai commencé par le locatif plusieurs années. Et puis, tout dépend de là où tu es aussi. Avant, quand je travaillais en cabinet, j'avais pas le temps. Donc, au moins, le locatif, je mettais en place et ça tournait. Puis après, quand tu as plus de temps ou quand tu as vraiment mis en place tout ton locatif, là, tu peux passer au marchand de biens. Et quand tu commences à faire l'achat-revente, là, tu te rends compte que c'est beaucoup mieux parce que tu sors des années de cash flow d'avance en une seule fois. T'as pas besoin d'attendre 10 ans. Et c'est marrant aussi parce qu'en France, c'est très... Oui, j'ai 50 lots, etc. Non, moi, j'ai pas du tout 50 lots. J'en ai... Je pense qu'au total, après, ça dépend. Avec l'immeuble, j'en ai un peu moins d'une vingtaine. Mais je suis pas prête à vendre la moitié, etc. C'est prenant. En fait, c'est très bien pour commencer à créer du capital. Une fois que tu as le capital, là, tu passes à autre chose, quoi. Tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'en France, on a une vision de l'immobilier qui est très, comme tu disais, à juste titre, basée sur la dette, la division, la rénovation, etc., pour ensuite mettre en location. Enfin, très rendement locatif. D'ailleurs, moi, mes clients qui sont français, la première question qu'ils ont, c'est toujours c'est combien le rendement parce que c'est vraiment la vision française de l'investissement en immobilier. Et en fait, quand tu commences souvent par ça, comme tu dis, pour te créer un capital. Et une fois que tu as ce capital et que tu commences à faire de l'achat-revente, tu te rends compte que le vrai argent, il est là, en fait. L'argent se fait à la revente. Et ça, c'est encore très peu dans les mentalités des gens, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, chaque marché a ses propres caractéristiques. En France, le marché immobilier est stable. Les banques financent. Et les gens... tu vois, la population, elle est là. Alors que Dubaï, on est sur un marché beaucoup plus jeune. Les gens achètent.
Et comme on est dans une période vraiment d'hypercroissance, la ville est en train de se construire, bah oui, c'est l'achat-revente, quoi. Bah, comme il y a une augmentation de la population aussi qui grossit plus vite que le supply en immobilier, bah, du coup, l'immobilier prend énormément de valeur. Et c'est ça aussi qui fait que tu peux faire des coûts. Il y a un effet de levier aussi qui est généré par les plans de paiement Ouais. à Dubaï. Et ça aussi, c'est assez peu connu. Et donc, du coup, ça te permet de faire des coûts sur quelques années très, très facilement. Mais comme tu dis, ça prend plus de temps. On n'est pas sur j'achète un appart, je le refais, je le revends 6 mois plus tard. Il faut quand même attendre 2-3 ans avant de pouvoir sortir et récupérer ses gains en général. Ouais, exactement. Et toi, du coup, comment tu as commencé à investir à Dubaï? Dans quoi tu as investi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton parcours d'investisseur, du coup? Donc, tu as revendu tout ce que tu avais en France. Ouais. Tu es arrivé ici. Ok. Moi, je suis arrivée ici. Au début, j'ai pas du tout investi parce que, comme tout le monde, ça me semblait pas solide, en fait. On a un biais aussi d'Européens, de penser que tout ce qui n'est pas l'Europe, le vieux continent, la vieille pierre, c'est fragile. En fait. Ouais. Puis aussi, tu arrives dans un nouveau pays, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Moi, c'était toutes mes économies, ce que j'avais acheté en France. Donc, du coup, il n'était pas question de faire n'importe quoi avec. Donc, j'ai acheté à l'époque, au bout de 2 ans, j'ai acheté en 2015, un appartement à Downtown, un petit appart. Je l'ai acheté, j'ai même pas fait de crédit. Pareil, ça me semblait... compliqué dans un pays étranger, etc. Enfin, je me voyais pas faire ça. J'avais le cash, donc du coup, j'ai acheté un appart sur Downtown et voilà, je l'ai exploité pendant quelques années, mais sans plus. Ça m'a pas excité plus que ça. En courte durée? Non, je l'avais mis en long terme. Ça m'excitait pas plus que ça. C'était une façon de investir mon argent, etc. Combien de rendement? Tu faisais combien de rendement? À l'époque, on était à 8%. J'étais à 8% de rendement, mais sur Dubaï, surtout à cette époque-là, c'était pas non plus un truc de fou, quoi. C'était normal. Donc, c'était top. Surtout ici, il n'y a pas de fiscalité, donc du coup, tes 8% net, ils sont... ton brut, c'est du net. Et puis, ça nous aidait... ça nous payait notre loyer, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est installé dans un appartement top, vue Burj Khalifa et tout, etc., sur Downtown. Et ici, quand tu loues un appartement, tu as le titre de propriété. Et on s'est rendu compte que la personne l'avait acheté 1 200 000 dirhams, donc c'est 300 000 euros. Et nous, on le louait 25 000 euros l'année. Donc on s'est dit, mais attends, t'imagines en 10 ans, 10-12 ans, on pourrait l'acheter. Donc, viens, on l'achète. Et là, on regarde le même appart, équivalent, et on voit qu'il a 2,5 millions. Donc, il avait fait x2 en moins de 10 ans. Et on se dit, ah ouais, mais du coup, le rendement, il n'est pas ouf, finalement. Et puis, 2,5 millions, on n'avait pas de quoi, on n'avait pas les moyens de l'acheter comme c'est tout. Donc, on s'est dit, attends... mais en même temps, si ça a fait x2 en moins de 10 ans, ça vaut vraiment le coup d'acheter. Donc, allons-y. On en a acheté... on en a acheté un. Et du coup, c'était sympa. Voilà, on faisait des bons rendements. Ça nous payait notre loyer. Mais l'immobilier, à ce moment-là, a commencé à plonger un petit peu. En fait, à Dubaï, l'immobilier a bondi en 2014. Parce que fin 2013, on a eu l'annonce de l'exposition universelle de 2020. Donc, tout le monde s'est mis à spéculer à la hausse en se disant j'achète. Jusqu'à 2020, ça va monter. Sauf que ce n'était pas du tout backé par une réelle demande en logement. C'était du pur spéculatif. Donc, comme on a eu une mini-crise, pareil, tu vois, dans les années entre 2016 et 2019, du coup, l'immobilier a baissé. Il y a des gens qui ont acheté à cette époque-là, en 2014, et qui ont perdu de l'argent parce qu'ils se sont dit c'est en train de plonger, chose qu'il ne faut jamais faire, mais ils ont revendu. Et puis après, ça a rebondi à la hausse. Donc, du coup, ils n'auraient pas dû. Mais bon, peu importe. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai revendu. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas perdu. Et ça m'a payé mes loyers pendant 2 ans. Pourquoi j'ai revendu? Parce que j'avais envie d'acheter sur plan. Je voyais comment la ville se développait. Je voyais qu'il y avait des nouveaux quartiers qui sortaient de terre. Et c'était sur ça que tu faisais des plus-values de malade. Et donc, j'ai revendu et j'ai acheté un appart sur plan à l'époque à Dubai Creek Harbor. J'en parle souvent. Quelle année? C'était quand ça? C'était en 2017. 2017, ça ouais. Et Dubai Creek Harbor, en 2017, ça n'existait pas du tout. C'était vraiment un terrain vague, et en plus dans une zone un peu random, tu vois, on n'est pas en bord de mer, on n'est pas... c'est un petit peu dans les termes, c'est pas loin de downtown, mais moi, je suis tombée amoureuse du projet. C'était un développeur... un top développeur, c'est Yemar, qui est le développeur gouvernemental qui a
construit Burj Khalifa, Dubaï Mall, etc. Donc je me suis dit, bah vas-y, j'ai envie d'y croire. Je croyais dur comme fer dans le développement de Dubaï. Et donc je me suis dit, bah vas-y, on y va. Mais tu vois, j'en ai parlé à personne dans ma famille et tout. Je l'ai dit à personne parce que sinon les gens m'auraient dit, mais t'es folle, etc. Et donc j'ai acheté sur plan. J'ai eu 2 ans de retard. Waouh. Ah ouais. Et là, sur le coup, tu ne devais pas te sentir super bien. Non, en fait, ça m'a pas dérangé parce que du coup, tu arrêtes de payer en fait quand il y a du retard comme ça. Donc du coup, ton argent, tu peux le mettre sur autre chose. Ouais, mais l'argent que tu as déjà mis, Ouais, voilà, tu n'as pas le retour sur investissement. Exactement. L'argent que tu as déjà mis, lui, par contre, il est bloqué quelque part. En réalité, tu peux le récupérer. Hein. La loi fait qu'au-delà de temps, de mois de retard par rapport à la date prévue, tu peux récupérer ton argent. Après, il y a des clauses tu sais, dans les contrats je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, s'il se passe une guerre ou une épidémie mondiale, et c'était le cas. Ouais. Comme quoi. Les trucs qui sont censés jamais arriver. Et du coup, c'était arrivé. Donc, moi, j'ai même pas voulu rentrer là-dedans puisque je savais que mon appart avait déjà pris beaucoup de valeur à ce moment-là. Parce qu'il y avait déjà eu des premières livraisons sur Dubai Creek Harbor où ça se revendait beaucoup plus cher que ce que j'avais acheté. Donc, je me suis dit, aucun intérêt. Cet argent-là, c'était 60% à l'époque. 60% du prix de l'appartement, ok, il est placé. Il a déjà fait des petits, en réalité, parce que j'ai une plus-value latente qui est déjà existante. Les 40% restants, je vais les mettre dans autre chose en parallèle. Et c'est là que j'ai commencé, moi, à investir massivement sur plan. Et j'ai revendu la plupart de mes biens. J'en ai encore revendu. Celui-ci, je l'ai revendu, par exemple, il y a 2 mois aujourd'hui. Et entre les loyers que j'ai encaissés et la plus-value, j'ai fait x2. Ouais, c'est fou. Et sans vraiment le sentir, parce que tu le payes en plusieurs années. Celui-là, tu vois, je l'ai payé sur 5 ans. J'ai eu ce qu'on appelle du post-handover payment plan, donc c'est-à-dire que j'ai continué à payer après la livraison. Donc j'ai encaissé des loyers qui m'ont permis de financer la deuxième partie. Donc du coup, c'est plutôt ok, tu vois, c'est plutôt confortable comme investissement. T'as pas l'impression de te serrer la ceinture. Et donc du coup, moi, j'ai fait ça avec plein d'appartements. Et ensuite, dans cet investissement, quand j'ai investi, j'étais quand même dans une logique d'investissement locatif en me disant j'achète aujourd'hui parce que ça coûte pas cher du tout, c'est un quartier qui va monter, je vais faire à la fois de la plus-value et en plus ça va maximiser mon rendement locatif parce que j'ai acheté beaucoup moins cher que le marché à ce moment-là, etc. J'étais toujours quand même dans cette logique-là. Et ensuite, j'ai fait d'autres investissements. Le marché en parallèle a pété depuis 2020 ici à Dubaï, ça a explosé à cause du Covid, notamment, qui a été une opportunité ici pour Dubaï, parce que tout le monde est venu se réfugier ici, tout est resté ouvert, alors que le monde entier était quand même assez paralysé. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à avoir des choses en main que j'avais achetées pour faire un parc immobilier, pour me construire un parc immobilier, mais quand tu te rends compte que tu fais plus de 100%, tu fais du 150% de retour sur investissement juste en le revendant 2 ans après l'avoir acheté, 150% sur ton equity, pas sur le prix de l'appartement. Et donc, du coup, tu te dis, mais non, mais ça ne me sert à rien, en fait, de le garder. Et je vais revendre maintenant, cet argent-là, je vais le mettre dans autre chose, et tu vas faire ça 4-5 fois, et au final, tu vas doubler ton capital en 2 ans. Ouais. Là, c'est ça, c'est la force, en fait, c'est la puissance de l'achat-revente dans un marché haussier. Ouais. Parce que quand le marché baisse, là, c'est une autre histoire. C'est ça, il n'y a pas de... tu vois, je ne retire pas de fierté particulière à avoir fait ça. C'est comme une personne qui avait acheté du Bitcoin au tout début et qui va te dire, j'ai fait x100. Oui, ok, est-ce que tu es capable de le refaire aujourd'hui ? Non. Tu vois. Ouais, difficilement. Mais c'est clair, il faut juste, en fait, le mérite, là, c'est juste d'avoir le courage, en fait, de prendre une décision d'investir dans un marché qui montrait des signes de fragilité. Parce qu'on le sait, historiquement, le marché à Dubaï était... Après, on ne sait pas maintenant, mais dans le passé, il était volatile. Parce que moi, je suis venue pour la première fois à Dubaï en 2020. J'avais visité des trucs et tout, mais j'avais analysé justement l'évolution du marché depuis les 10 années précédentes. Et pour moi, je trouvais que le marché était trop volatile pour moi. Et tu vois, c'est une décision que j'avais prise de ne pas investir parce que l'historique de l'immobilier à Dubaï était volatile. Et ce qui ne voulait pas dire qu'il allait continuer à l'être à l'avenir. Mais à l'époque, j'avais pris cette décision. Et j'en suis très contente parce qu'en fait, quand tu investis, oui, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque, tu fais un pari, et j'avais pris la décision à l'époque de ne pas prendre ce risque-là, mais là je pense que le marché a évolué vraiment de manière significative depuis. Donc je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'univers de l'investissement immobilier,
Pour toi, ça s'explique par quoi? Je pense que c'est un syndrome de l'imposteur. Mm. Je pense que beaucoup de femmes se sentent pas légitimes, elles se sentent pas capables d'investir. C'est souvent, alors pourquoi ça je sais pas, mais d'un point de vue sociétal, on dit souvent que l'argent dans le ménage, en fait, il est géré de la manière suivante, c'est-à-dire que la femme va prendre en charge les dépenses courantes, le budget, les courses, les trucs pour les enfants, etc. Et puis l'homme, il va prendre en charge les choses un peu plus sérieuses, justement, l'investissement, l'avenir, tout ce qui est prévoyance, etc. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça vient du fait qu'il y a 50 ans ou 70 ans, les femmes avaient besoin de l'accord de leur mari pour ouvrir un compte en banque en France. C'est fou hein, quand on y pense. Oui, donc tu vois, tu ne peux pas passer de ça à ça y est, on est des investisseuses chevronnées, on n'a aucun problème avec l'argent, on est à l'aise avec l'argent, on se sent légitime sur l'investissement. Donc je pense que tout ça, ça vient de là. C'est un héritage en fait culturel. Qu'on a. Il y a aussi le fait qu'on gagne beaucoup moins. Ouais. Malheureusement, c'est toujours le cas. Il y a des grosses différences de salaire. Je vois pas d'autres... Pour moi, je ne vois pas d'autres raisons, puisqu'en fait, les femmes, elles ont en général plus de besoins de sécurité que les hommes. Et justement, l'investissement est quelque chose qui t'apporte de la sécurité. Donc, à part les deux choses que j'ai évoquées juste avant, je ne vois pas d'autres raisons. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a déjà le fait qu'on n'est pas... déjà, je pense qu'il y a un truc aussi biologique. Enfin, on est moins poussé à gagner de l'argent, en fait, biologiquement. Et comme tu l'as dit, oui, les hommes, ils sont poussés par la société et même biologiquement à aller gagner de l'argent. Et nous, on est plus tournés vers le foyer. Je dis bien sûr biologiquement. Là, je vais m'attirer tous les haters de la planète. Mais biologiquement, on est plus tournés vers le foyer, c'est ça. Donc, on est moins, déjà, biologiquement tiré par le fait de gagner de l'argent. Et c'est, je trouve, l'une des raisons pour lesquelles on est moins payé, les femmes sont moins payées que les hommes. Et en plus, je le vois avec les personnes avec qui je travaille, puisque maintenant j'ai plusieurs personnes avec qui je travaille. Les femmes, elles demandent moins d'argent. On est moins porté sur l'argent. Et ce qui fait que, en fait, oui, on prend ce qu'on nous donne et les femmes sont moins portées par l'argent. Non, mais pas tout le monde, mais de manière générale. Sonia aussi, il faut que tu oublies pas un truc, c'est que c'est mal vu. Une femme qui aime l'argent, tu vois. Une femme qui a de l'argent, elle est vénale, elle est matérialiste, etc. Alors qu'un homme qui gagne beaucoup d'argent et qui est transparent par rapport à ça, c'est un homme performant, c'est un homme qui est successful dans sa vie, dans sa carrière, etc. Parce qu'il est plus ou moins obligé d'être le pourvoyeur. Dans le foyer. Alors qu'une femme qui va assumer le fait d'avoir envie de gagner beaucoup d'argent, alors si c'est dans une entreprise, c'est les carriéristes, ça doit être une mauvaise mère, etc. Et si si c'est pas dans le monde du travail, si elle veut être entrepreneur, etc. C'est tout de suite mais elle est vénale, pourquoi elle est comme ça, elle devrait faire des gosses et moi aussi, je vais m'attirer des haters. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est comme, par exemple, tu vois, une femme qui aime les belles choses, qui aime le luxe, tout de suite, si elle compte sur un homme, elle est vénale. C'est une femme vénale qui cherche un homme riche. Et par contre, si elle se débrouille pour se payer tout ça toute seule, c'est une femme carriériste, masculine. Voilà, c'est un peu castrateur. Ouais. C'est ça. Je pense. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui n'assument pas de prendre ce rôle parce qu'elles n'ont pas envie d'incarner ça. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Moi, dans mes clients, j'ai énormément de clientes, de femmes indépendantes, chefs d'entreprise, ou même des femmes mariées, mais qui investissent de leur côté, sans leur mari, sans que ça pose de problème. Hein, c'est totalement assumé. Le mari va préférer faire autre chose et elle souhaite se développer un patrimoine. Et ça, j'en ai de plus en plus et je trouve ça top. Ouais, moi aussi. Souvent, en fait, alors moi, dans mes clients, parce que j'accompagne maintenant les gens à investir en immobilier, et j'ai autant de femmes que d'hommes. Et souvent, j'ai des femmes, même des femmes mariées, et qui font la formation, l'accompagnement toutes seules, de leur côté. Et je trouve ça top, quoi. En fait, c'est pas parce que t'es marié que t'es obligé de tout faire avec ton compagnon ou ta compagne. Chacun peut avoir sa passion, quoi. Et généralement, quand la personne commence à investir, du coup, il y a l'autre qui regarde derrière, qui dit ok, c'est pas mal. Ouais, il y a l'autre qui suit. Et ça, c'est bien. C'est bien que les femmes, elles deviennent motrices aussi, tu vois, sur ce type de comportement. Ouais. Et en plus, je trouve que fait, les femmes qui détiennent de l'immobilier, je trouve qu'en fait, on gère très bien. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'achète un bien immobilier qui appartient à une femme, c'est bien géré. En fait, on est beaucoup plus... Là, pareil, on va s'attirer des haters. Mais on est beaucoup plus... méthodique. Organisé. Ouais. Non, ça c'est pas, pour moi c'est factuel. Oui. parce que justement, on a été élevés
dans ça. Il Ouais. faut que tu puisses avoir un boulot, puis t'occuper de tes enfants, faire les courses, tenir ta maison, faire du sport pour rester en forme, etc. Donc, on a été obligés dans notre vie de développer cette faculté d'organisation. Donc, c'est pas méchant, on n'est pas supérieur aux hommes pour autant, mais c'est quelque chose qui est ancré, je dirais, chez nous depuis toujours. Donc, je suis pas étonnée de ce que tu dis. Ouais, exactement. Et puis, du coup, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus sécurisé. On prend pas des risques inconsidérés. Ouais. Les femmes, je trouve, sont pas moins performantes que les hommes dans l'investissement immobilier. Donc, il n'y a absolument aucune raison de se retenir. Tous les feux sont au vert. Ouais, aucun complexe à avoir. Aucun. Il faut foncer. Exactement. Alors sur ce, allez, c'est la fin de cette première partie. Merci Agathe. Donc là, on a parlé du parcours d'Agathe, de mon parcours en tant qu'investisseur. J'aime pas le mot investisseuse, en tout cas en tant que femme investisseur, et puis investisseur tout court avec nos parcours. Et on se retrouve dans une vidéo juste après pour parler investissement immobilier à Dubaï, plus particulièrement. Rebonjour Agathe.